Salut à tous, salut le chat. Comment ça va le chat? Dites-nous comment ça va aujourd'hui. On est très heureux de vous retrouver dans une nouvelle émission de Légistream. Cette semaine, on a un programme chargé. On va parler de la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. On va parler de la guerre en Ukraine, de la création d'un impôt plancher de 2% sur les ultra-riches. Et donc, pour en parler avec moi cette semaine, je suis avec Elsa qui nous a rejoint, qui vient de Marianne. Salut ouais. Elsa. Salut. Et donc, je suis avec Hugo également. Salut Hugo, comment ça va? Ça va, moi je suis content. Et donc, je vais passer tout de suite avec notre premier invité, Jean-Louis Thierriot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Légistream. Vous êtes donc député droite républicaine de Seine-et-Marne, membre de la Commission de la Défense et ancien ministre délégué auprès du ministre des Armées dans le gouvernement de Michel Barnier. Et donc, la première actualité du jour, c'est que Richard Ferrand a été nommé président du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nomination ? Écoutez, je crois que le vote a eu lieu. On a un président élu, très étroitement, à une voix. Donc ça peut poser effectivement une question, on va dire, de légitimité. Mais enfin, aujourd'hui, il est élu. Il est le président du Conseil constitutionnel. Et pour moi, il n'y a pas lieu de remettre en cause les institutions. Je crois que c'est vraiment un sujet, parce qu'on voit les polémiques qui enflent sur les réseaux sociaux autour de cette élection. C'est vraiment l'écume des choses. C'est la petite politique. Deux autres membres du Conseil constitutionnel ont été élus et bien élus, qu'il s'agisse de Laurence Vichnievsky ou qu'il s'agisse de Philippe Bas, sénateur. Allez, je crois que l'un des sujets de la candidature de Richard Ferrand, c'est que dans une chambre, dans la plus haute chambre, Cour suprême nationale, ça peut interroger quelqu'un qui a fait en tout et pour tout un doc de droit. Voilà, oui, donc ça pose un certain nombre de questions. Après, je crois vraiment que ce n'est pas un sujet de fond. Croyez-moi, dans 3 jours, une actualité aura chassé l'autre. Oui, mais Laurent Wauquiez, quand même, il a parlé de problèmes d'impartialité, d'éthique, de compétences juridiques. Justement, vous disiez, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contestation de la légitimité de ce Conseil constitutionnel après ça ? Je crois que l'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est la crise générale des institutions. Alors, on n'est pas là pour en rajouter constamment. Il est élu, il faut respecter nos institutions. Est-ce que ça aurait été nécessairement le candidat selon mon cœur? Pas forcément, mais il est élu et voilà, passons à autre chose. Justement, pour vous, ce profil qui est plus politique juridique, est-ce que ça pose pas un autre problème et ça va pas continuer de poser cette question de la crise des institutions? Non mais la vraie question, c'est la compétence du Conseil constitutionnel. La vraie question, c'est par un long mouvement qui date de 71, l'élargissement du bloc de constitutionnalité d'un Conseil constitutionnel qui contrôle de plus en plus largement la décision du législateur et donc la souveraineté populaire. Donc on est dans un problème bien plus important que celui de la personnalité de Richard Ferrand. C'est quelle est la nature du contrôle que doit exercer le Conseil constitutionnel et est-ce que ça ne mérite pas une réforme constitutionnelle qui limite le champ du contrôle du Conseil constitutionnel? Ça, j'en suis profondément convaincu, et c'est une idée que je porte depuis longtemps. Il faut bien savoir une chose, c'est que depuis 71, où a été créé ce bloc de constitutionnalité, c'est pas le législateur qui l'a décidé, ça n'est pas le peuple constituant ou souverain qui l'a décidé, c'est vraiment des juges qui, au fur et à mesure, sur la base de la Constitution, se sont autosaisis et ont élargi le champ de leur saisine. Oui, Richard Ferrand, si j'ai bien suivi dans ses auditions, a parlé de gouvernement des juges. Vous parlez des juges aussi qui a décidé de ce bloc de constitutionnalité. Pour vous, c'est une crainte, pour vous, un gouvernement des juges en France ? La crainte, moi si vous voulez, les juges font leur travail et je déteste le juge bashing, c'est pas le sujet. Il y a quand même une véritable question quand la première question que se pose le législateur, c'est-à-dire nous députés, c'est est-ce que ça va passer le filtre du Conseil constitutionnel? La Constitution de la Ve République, à l'origine, le Conseil constitutionnel était là pour vérifier les procédures. Aujourd'hui, on n'en est plus là puisqu'on a élargi constamment ça. Donc oui, il y a un risque que le peuple, à travers ses représentants, en l'occurrence nous les députés, soit dépossédé de son pouvoir de faire la loi. J'entends, mais ce que vous dites littéralement, peut-être que je comprends mal, hein, mais si vous dites... Je me suis mal exprimé, ça peut être les deux. On a l'impression de vous entendre que vous êtes en train de dire merde, enfin je vais le dire comme ça, merde, quand on écrit, on doit penser au respect de la Constitution. C'est un peu... Non, c'est parce que le problème, c'est que
tout ce bloc de constitutionnalité ne résulte pas, lisez la Constitution, ça n'est pas dedans. Ce sont des extensions successives faites par le juge. Le code de l'environnement. Oui, mais même bien au-delà, si vous voulez. Vous aviez à l'origine le préambule, pardon, on va être technique, et j'ai reçu consigne de ne pas être technique, mais vous me lancez sur des sujets. Être un peu technique. Le préambule de la Constitution n'était pas censé être constitutif de droit positif quand ça a été adopté en 58, mais c'était une ambition programmatique. Aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, on a tiré de cette ambition programmatique des conséquences directes qui fait que le législateur est partiellement paralysé. Moi, je reviens sur la loi immigration. Quand elle a été votée par l'Assemblée, quand vous avez une quarantaine de censures sur le cavalier législatif qui n'est même pas sur le fond, ça pose un problème. Et si vous voulez faire flamber les populismes, continuons comme ça. Donc voilà, je crois qu'on a un moment, chacun à sa place. Le rôle du législateur, c'est-à-dire du peuple, c'est de faire la loi. Le rôle du juge, c'est de s'assurer que quelques grands principes et la procédure aient été respectés. Très bien. Eh bien, écoutez, on va passer tout de suite à notre deuxième thème parce qu'on voulait parler de cette stratégie européenne sur le cas de l'Ukraine. Je vais vous lire une citation. « La Russie constitue une menace existentielle pour les Européens ». C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à la presse régionale hier. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. La Russie est une menace existentielle, non pas simplement pour la souveraineté de l'Ukraine, mais on ne peut pas admettre dans l'ordre international que des puissances révisionnistes se permettent de redessiner les frontières par la force. La menace, c'est celle-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'Ukraine, demain, ça sera la Géorgie ou la Moldavie, après-demain, l'Azerbaïdjan pourra trouver tout à fait normal de croquer l'Arménie, et après-demain, la Chine, Taïwan. Donc je crois que la menace existentielle, c'est une désorganisation telle de l'ordre international qu'on revienne totalement, uniquement à des logiques de rapport de force et de puissance. Est-ce que, quand on voit les discussions qui ont cours en ce moment avec l'administration Trump, est-ce que les Américains, eux aussi, ce sont toujours des alliés aujourd'hui ? Ce sont des alliés dans le long terme et ça le restera, j'en doute pas une seconde, mais ce sont des alliés extrêmement difficiles, ce sont des alliés qui sont en même temps des compétiteurs. Et si nous considérons que les Américains sont nos amis, à des amis on dit la vérité, quand des amis se comportent mal, on est capable de le dire. Donc je suis sans aucune naïveté sur ce sujet-là. Essayons de préserver au mieux la relation entre l'Europe et les États-Unis. N'insultons pas l'avenir parce que Trump ne sera pas éternel non plus. Il y a un lien historique, mais il est bien évident qu'il n'est pas acceptable d'avoir un pays comme les États-Unis qui d'un seul coup veulent récupérer le Groenland, veulent transformer le Canada en 51e État américain ou se proposent d'intervenir sans rime ni raison sur le canal de Panama. Du coup, nous, à l'échelle européenne, il faut qu'on réorganise notre défense ? Oui. Avant de la réorganiser, il faut d'abord lui donner des moyens. Je crois qu'on a des principes qui sont bons et sains, c'est que la défense nationale, elle dépend des États et de personne d'autre. On meurt pour son drapeau, on ne meurt pas pour un concept fumeux. Deuxièmement, il y a une réalité qui existe aussi, c'est que la seule organisation militaire organisée, c'est l'OTAN. Et les états-majors de l'OTAN, je rappelle que l'OTAN n'a pas de force, c'est les forces des nations, c'est 15 000 hommes. Les états-majors de l'Union européenne, c'est 200 hommes, un peu plus. Donc, on ne fera pas sans l'OTAN. En revanche, il faut que le pilier européen de l'Alliance, c'est-à-dire les nations européennes, soit de plus en plus fort. C'est clair qu'aujourd'hui, on arrive péniblement à 2% du produit intérieur brut. Il faudra clairement qu'on aille plus loin dans les dépenses de défense, mais en restant dans une dimension nationale. Les armées, elles sont nationales. Et comment on fait du coup ? Ça implique de faire des arbitrages, au détriment de quoi en fait on va développer ça implique tout se tient. C'est le général de Gaulle qui a cette expression-là que j'adore. On va pas augmenter les dépenses de défense. Et si on augmente les dépenses de défense, ça veut dire qu'il faut réorganiser nos pays. Ça veut dire qu'il faut réorganiser une partie de l'économie, mettre un terme à une partie de l'économie, enfin l'administration administrante.
tout est à réformer en même temps. Après, la défense, c'est une urgence. Si par malheur, c'est pas ce qu'a dit à ce stade Donald Trump, mais si par malheur la situation devenait tellement tendue que les États-Unis se retiraient totalement d'Europe, on a besoin de prendre le relais. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'une solution, c'est mettre des moyens, mais ça ne se fait pas en 15 jours. Ça veut dire à court terme, on laisse filer les déficits. C'est la décision qu'a annoncée Mme von der Leyen. C'est un combat que je portais depuis des années, que toutes les dépenses au-dessus de 2% soient sorties du pacte de stabilité. Le principe, alors c'est encore à voter, mais le principe en est acté. Les Polonais le réclament, maintenant les Italiens le réclament. M. Scholz a même dit qu'il n'était pas contre. Donc si l'urgence l'exige, quand il s'agit de sécurité, quand il s'agit d'un péril existentiel, on ne se pose pas la question de l'intendance. Ce qu'on dépense pour la défense, c'est toujours trop cher avant la guerre et on n'a jamais assez dépensé avant. Oui, pardon, j'allais juste préciser que pour détailler, c'est que le budget de défense ne rentre pas dans les règles de 3% de déficit de l'Europe. C'est exactement, ça, oui, pardon, absolument, c'est ça. Ce qui quand même ne veut pas dire qu'on peut dépenser sans compter, parce que les intérêts, on va quand même les payer. Donc, mais c'est simplement... Face à une urgence, on ne peut pas se permettre que les critères du pacte de stabilité privent l'Europe d'être un acteur stratégique majeur. On est dans un monde de carnivores et on ne peut pas se comporter en herbivore. Et oui, justement, concernant, il y a Tranche qui dit comment est-ce qu'on instaure un rapport de force avec lui, comment est-ce qu'on le matérialise politiquement. C'est vrai qu'on regardait avec mon chat une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle La Folle Histoire qui disait est-ce que la Seconde Guerre mondiale a été inévitable, en faisant un peu un historique de la période d'entre-deux-guerres, où on se rend compte que finalement, là on parle de l'Ukraine qui pourrait perdre ses régions un peu comme Hitler avait annexé les Sudètes, et qu'on disait attention, ou même quand il y avait eu quand on avait eu le retour des armées, la rémilitarisation de la Rhénanie en 36. De la Rhénanie en 36, on avait dit oh attention, et on n'a rien fait. Est-ce que finalement c'est même pas trop tard, j'ai envie de dire, avec Poutine et Trump, que là on va se faire bouffer? Non, ça n'est pas trop tard. Ce qui serait trop tard, c'est d'accepter sans rien dire une paix où l'Ukraine soit totalement désossée. C'est aux Ukrainiens et aux Ukrainiens seuls de décider quand ils veulent arrêter de se battre. C'est à nous, Européens, de leur apporter, dans les limites de nos moyens, tout le soutien que nous devons et que nous pouvons leur apporter. Ce qui serait terrible, c'est d'accepter sans rien faire une finlandisation de l'Ukraine. Après, je crois que l'erreur serait de dire aujourd'hui on va faire ça, s'il y a un cessez-le-feu. On ne sait pas les conditions du cessez-le-feu. On ne sait pas comment ça va se présenter. Ce qui est clair, c'est qu'on ne doit rien s'interdire. On doit garder une ambiguïté stratégique. Si l'Europe est amenée à garantir d'une manière ou d'une autre ce cessez-le-feu, il faudra le faire, mais surtout ne pas dire comment on envisage de le faire. Et j'allais dire, si on voit que Poutine et Trump se mettent d'accord en fait contre l'avis de l'Europe, il nous reste quoi à faire derrière ? Il nous reste à demander leur avis aux Ukrainiens et à voir comment, avec l'aide de l'Europe, les Ukrainiens peuvent tenir ou peuvent tenir jusqu'à un certain stade. Il faut quand même avoir en tête que sur les 350 milliards d'aides à l'Ukraine, l'Europe en a versé les 2/3. Donc si vous voulez, on en a déjà fait beaucoup. Après, on bascule sur l'autre question qui est l'économie de guerre, où on est très loin d'être dans une vraie économie de guerre. Mais la réalité, c'est qu'on a encore des capacités, le cas échéant, de production. Donc si c'est ça, il faut mettre le paquet là-dessus. Et justement, il y a la question aussi des troupes au sol. Est-ce qu'il faut envoyer des troupes au sol ? Parce que Emmanuel Macron a précisé en disant il faut envoyer des troupes, mais pas des troupes belligérantes, des troupes de maintien de la paix. Donc, c'est-à-dire une fois que la paix sera trouvée, c'est quoi la solution selon vous ? Alors, si je la connaissais, je serais bien plus malin que tout le monde. Et je vous réponds volontairement de cette manière-là. Quand je parlais d'ambiguïté stratégique, il y a deux raisons. C'est d'ambiguïté stratégique. Si on dit demain aux Russes, dans le cadre de la négociation, voilà ce qu'on est prêt à faire, donc ils sauront exactement ce qui est notre ligne rouge, et par conséquent, ils pourront aller aussi loin. Donc c'est une erreur de dire jusqu'où on est prêt à aller. Le deuxième point, c'est que l'envoi de troupes, si l'idée c'est d'aller au carton, on ne l'a pas fait à d'autres moments quand les Américains étaient à 100% derrière, c'est clair que c'est pas nous qui allons... Emmanuel Macron appelle les troupes belligérantes. Oui, voilà, c'est pas nous qui allons reconquérir le Donbass, c'est pas notre rôle et ça serait terriblement escalatoire. Après, vous dire comment on ira, je crois que ça dépend des conditions de la paix si on y va. Par contre, ce qu'il faut savoir, se dire, et c'est la vraie conscience qu'il faut avoir, c'est que
les Russes, si on n'y va pas assez fortement, vont vouloir nous tester. Et en nous testant, ça peut vouloir dire des dégâts. Donc là, on arrive vraiment dans un sujet de force morale, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt ou pas à prendre ce risque-là, sachant que si aujourd'hui, on ne fait rien, ça veut dire que le péril se rapproche. Aujourd'hui, l'économie russe tourne à plein régime en économie d'armement. Aujourd'hui, ils sont sur le Dniepr. Demain, ils seront aux frontières de la Pologne. Et après-demain, ça peut se rapprocher. Alors nous, Français, je sais bien qu'on peut avoir le sentiment de dire l'Ukraine, c'est loin, ça ne nous concerne pas, c'est pas notre guerre. Demain ou après-demain, on fait quoi quand les pays baltes sont potentiellement attaqués? Parce que si c'est les pays baltes, c'est tout près. Au-delà même de ça, je rappelle que c'est un projet qui est en j'ai du mal aujourd'hui, qui est en projet depuis longtemps d'intégrer la Biélorussie à la Russie. Et là, du coup, on aurait une frontière directe encore plus grande avec les pays baltes et même la Pologne. Enfin, la frontière, on l'a déjà avec la Finlande qui est dans l'Union européenne. Je crois. Et puis après, il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà dans une forme de belligérance avec la Russie. Quand on voit les vagues d'attaques informationnelles, les attaques cyber que subissent tous les pays occidentaux, qui prend des dimensions considérables, je pense en Roumanie en particulier, où on a vu la tentative de manipulation sur TikTok des élections, on est déjà dans une forme de confrontation hybride et il faut en être conscient. Et comment vous expliquez qu'il y ait autant de relais de la propagande russe en France ? D'abord, il y a une stratégie organisée, délibérée par les services russes qui savent faire ça très bien, ou tous les proxys russes qui savent faire ça très bien. Et puis, vous avez aussi une résonance idéologique entre une certaine ou extrême droite ou extrême gauche française, parce que sur ce point, ils se rapprochent, que ce soit M. Mélenchon ou certains à la droite de la droite, où vous avez le culte d'une forme de virilité, le culte de l'autorité, le culte du chef. Si vous rajoutez une pincée de valeurs traditionnelles qu'on croit voir chez Poutine, eh bien, vous avez une frange de l'opinion qui se reconnaît dedans, bien sûr. Et c'est tout le danger, d'ailleurs, d'avoir ces gens qui invoquent les valeurs chrétiennes alors qu'ils massacrent des femmes et des enfants dans les immeubles d'Ukraine. Je vois qu'il y a quelqu'un qui pose la question dans le chat, est-ce que Macron doit reparler avec Poutine ? La question, c'est quand ? Si la diplomatie, ça n'est de parler qu'à ses amis, on finirait par ne parler qu'avec les monégasques et les Suisses. Donc oui, un jour, il faudra forcément se reparler. Est-ce qu'il faut le faire maintenant ? Ça reste... Moi, je crois que je suis jamais hostile à ce qu'on se parle. Je pense franchement que c'est pas nécessairement le moment. Vous avez toutes sortes de canaux parallèles qui permettent de discuter. Le ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, disait cet après-midi, la stratégie, il faut aussi que ce soit de montrer un peu les muscles. C'est ça un peu que vous... Oui, mais vous savez, vous ne négociez bien qu'avec un gros bâton. La réalité, si tu veux la paix, prépare la guerre, et si tu veux négocier, il faut être en position de force. Donc si dès le départ, et c'est un peu ce qui m'inquiète dans les propos du président américain, c'est qu'on a l'impression finalement que le désir d'ouvrir avec de la bienveillance dans la négociation fait qu'il est prêt à lâcher beaucoup de choses. Après, moi j'ai déjà du mal à avoir lu Trump 1, je crois qu'aucun politique à peu près sérieux ne peut lire ce que sera Trump 2, parce qu'on peut avoir des changements de pied d'une rapidité assez stupéfiante. Et pour parler industrie de la défense, j'écoutais Jordan Bardella défendre la préférence européenne pour les marchés publics en matière de défense, pour limiter en fait la dépendance aux pays étrangers. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée-là ? Oui, enfin, je veux dire, mais ce n'est pas la position de Jordan Bardella, c'est la position de l'ensemble de l'échiquier politique français. Vous écoutiez les vœux de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, dans la Cour des Invalides, il disait exactement la même chose. Oui. Donc, si vous voulez, là, Jordan Bardella ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes. La question, c'est comment on fait. La question, c'est quand vous avez
des matériels qui n'existent pas et qui seront très longs à développer alors qu'on est dans l'urgence, comme on fait pour ne pas l'acheter à des tiers. C'est pour ça que les Polonais ont acheté des chars coréens, par exemple. Et puis, il y a une réalité, c'est qu'en Europe, on est 27, que le ressenti n'est pas le même et que la plupart des pays européens ont confiance et feront tout pour essayer de sauver le parapluie nucléaire américain. Nous, en France, on a une chance inouïe. C'est une de nos forces qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que nous avons la dissuasion nucléaire. On sait que si nos intérêts vitaux sont menacés, on est capable de vitrifier Moscou, donc on ne vitrifiera pas Paris. D'autres pays n'ont pas cette force et cette chance. Est-ce qu'on n'a pas abandonné aussi, nous, Français, l'Ukraine avec, je crois de mémoire, le pacte de Budapest, où en gros, je crois que c'est le pacte de Budapest, où en gros l'Ukraine a accepté d'abandonner ses armes nucléaires en échange d'une protection de différents pays européens. L'Ukraine s'est fait envahir. C'est pas le pacte de Budapest, c'est le mémorandum de Budapest, mais c'est la même chose. Alors, je vais vous dire, la France n'était pas signataire du mémorandum en tant que tel. Au-delà de ça, oui, on garantit, les frontières de l'Ukraine étaient garanties par les États-Unis, de mémoire, la Grande-Bretagne et la Russie. Après... ce qui est sûr, c'est que ce qui est arrivé à l'Ukraine aboutit à être terriblement proliférant dans le domaine du nucléaire. C'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine aurait la bombe atomique. Soyons certains, la Russie n'aurait pas attaqué l'Ukraine. Donc personne n'a tenu ses obligations vis-à-vis de l'Ukraine. Et on le paye, et c'est pour ça que quand je dis c'est aujourd'hui qu'il faut faire de gros efforts, aujourd'hui ça veut dire pendant 10 ans, parce que vous ne remontez pas un outil de défense tout de suite, mais c'est aujourd'hui qu'il faut faire ces efforts-là, parce qu'on n'a pas réarmé en 1936, vous l'évoquiez tout à l'heure au moment de la remilitarisation de la Rhénanie, on a accepté les accords de Munich, on a accepté l'Anschluss, et pour finir, quand est arrivée l'invasion de la Pologne... on ne l'a pas accepté. On ne l'a pas accepté, mais il était trop tard, et on avait laissé l'ogre prendre de l'ampleur. Et juste pour terminer sur le sujet, je voulais citer François Bayrou qui en a peu rajouté une couche par rapport à ce que disait Emmanuel Macron en disant pour la première fois depuis 1945, la guerre peut arriver sur le sol européen. Dit comme ça fait un peu peur, quoi. Et vous savez, ça nous fait peur à nous, à l'Ouest, parce qu'on a l'impression, enfin l'Ouest du continent, parce qu'on a l'impression que la guerre est loin. J'étais il n'y a pas très longtemps avec des étudiants estoniens, et je parlais avec ces étudiants, et des jeunes de votre âge me disent, mais de toute façon, nous, dans notre génération, on se prépare à vivre la guerre et peut-être à mourir. Donc si vous voulez, depuis la fin de la guerre froide, la France a perdu l'idée que la guerre était possible et que le monde était régi par les rapports de force. Eux, à l'Est, ils ont le souvenir du communisme, ils ont le souvenir de l'expérience soviétique, et donc la guerre, c'était hier, l'occupation, c'était hier, et sur leur cheminée dans le salon, vous avez encore la photo du grand-père qui a fini déporté par le KGB à la Lubyanka. Nous, c'est totalement hors de notre univers mental, et on a vraiment à confronter ces visions pour comprendre où nous en sommes. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que si aujourd'hui on ne prend pas la mesure du risque, c'est effectivement une avant-guerre que nous vivons. Et en Pologne, on voit les choses comment ? En Pologne, on voit les... Alors, eux sont tout près. Eux sont sur la ligne de front. Eux, ils en sont à mettre des dents de dragon et des fossés anti-chars sur les frontières. Donc, si vous voulez, eux s'attendent à la possibilité d'une agression et d'une menace physique dans les années qui viennent. Après, nos amis polonais ont cette réaction assez naturel, c'est qu'ils se tournent quand même spontanément vers les Américains parce que c'est la plus grande puissance occidentale, c'est l'arme nucléaire. Et puis, souvenons-nous-en, le soutien apporté à la Pologne par la France en 1939 a quand même pas été exceptionnel, puisque on avait un outil militaire qui correspondait pas à notre diplomatie. Et voilà. Donc, il y a un vrai travail à faire en européen. Moi, je crois que l'un des devoirs de la diplomatie française, c'est d'abord un peu plus d'humilité, parce que souvent on donne des leçons et on ne se remet pas forcément en cause. Et puis c'est surtout se rapprocher de tous les pays du flanc oriental de l'Europe en essayant de comprendre leur ressenti, leur expérience et leur vécu. C'est vraiment l'interculturel, la diplomatie interculturelle là est capitale. Je ne sais pas s'il vous reste des questions sur le sujet. Je suis en train de regarder dans le chat. Je vois que notamment des gens bien informés notent que vous avez un DEA en études soviétiques et est-européennes.
Wikipédia fonctionne bien. C'est quand votre prochain voyage en Ukraine? Je sais qu'il y a votre collègue Frédéric Petit. Non, je ne fais pas partie de ce déplacement. Et j'allais vous dire, il est prévu un déplacement dans les 2 mois qui viennent. Après avril, pour les Ukrainiens, ça peut être l'éternité. Donc, alors là, ce serait vraiment beaucoup trop tôt de le dire. On rappelle que de mémoire, Volodymyr Zelensky avait dit qu'il souhaitait une fin de guerre en 2025. Sous quelles conditions? Ça, c'est tout le débat. Je vous propose de passer au dernier sujet, puisqu'il nous reste déjà seulement quelques minutes sur l'affaire Notre-Dame de Bétharram et comment François Bayrou s'en sort. Hier, aux questions au gouvernement, il a attaqué nommément des ministres du gouvernement, en tout cas il les a pointés, des ministres du gouvernement Jospin de 97 à 2002. François Bayrou, là, il passe à l'attaque pour essayer de s'en sortir. Vous pensez que c'est une bonne stratégie, là, pour... Alors, j'ai fait 2 choses. Oui. J'ai été avocat pendant 20 ans, jusqu'à ce que je me consacre entièrement à la politique. Je ne parle jamais d'un dossier que je ne connais pas, parce que j'ai vu trop de couverture médiatique de dossiers dans lesquels j'étais. C'était pas une volonté de nuire des médias, mais tout simplement qu'ils n'avaient pas le dossier. Donc, ce que je veux dire, ce dossier-là, sur le fond, je n'en connais rien, et donc j'ai pas grand-chose à en dire sur le fond. Simplement, c'est visiblement une stratégie de déstabilisation du Premier ministre qui vient de la France insoumise. Ça, pour vous, c'est une instrumentalisation? Pour moi, c'est une instrumentalisation. Deuxièmement, quand vous exercez des responsabilités, que vous soyez député, ministre ou autre, vous recevez, on ne se rend pas compte, la quantité de messages en tout genre qu'on reçoit, dans lequel vous avez un pourcentage epsilonesque qui est justifié, et le reste, vous collectez quand même toute une série de gens un peu détraqués qui vous écrivent pour vous annoncer telle ou telle chose. Donc, pour moi, voilà. Troisième élément, de ce qu'il a dit, mais je ne connais pas le dossier, de ce qu'il a dit, s'il y a vraiment des autorités qui étaient en charge de ça, c'était le ministère de la Justice qui visiblement, mais j'en sais pas plus que ce qui a été dit publiquement, où la chancellerie a été avisée par le procureur général de la situation. Donc s'il y a eu de l'inaction, j'ai pas le sentiment que ça vienne de lui. Une fois que j'ai dit ça, je ne connais pas ce dossier et allez, je m'autorise à faire un peu de politique. Il y a aussi dans cette affaire-là une attaque sous-jacente contre l'enseignement libre qu'on essaye de porter. Et vous avez vu le discours sur la volonté d'avoir une commission d'enquête. L'idée portée par LFI d'une commission d'enquête, elle ne portait que sur l'enseignement privé. Si ce sujet majeur, qui est celui des violences faites aux mineurs, moi ceux auxquels je pense d'abord, c'est les victimes. Hein, tout le reste, quelque part, c'est accessoire, l'exploitation qui peut en être faite. Mais si on doit lutter contre ça, évidemment qu'on doit le faire, et qu'on doit le faire encore plus, et qu'on doit le faire nettement mieux, ça doit être à l'ensemble de la communauté éducative qu'on doit poser ça, c'est-à-dire école libre, évidemment école publique, et aussi tous les centres qui existent autour, parce que centres aérés de toute nature, là aussi, il peut se passer des choses. Donc c'est vraiment tout ça qui doit être examiné avec des propositions concrètes. Dernière petite question, puisqu'on arrive au bout de nos 30 minutes. À partir de samedi, démarre le Salon de l'Agriculture. Vous comptez y faire un petit tour Évidemment, et même plusieurs fois. Comment ne pas y passer? Je veux dire, c'est vraiment pas comment ne pas y passer. Je pense que la souveraineté alimentaire est un enjeu absolument essentiel. Ça rejoint, c'est à la fois la sécurité, c'est la qualité de ce que produisent nos agriculteurs, et c'est le basique du basique qui permet à un pays de bien vivre. Donc oui, j'y vais plusieurs fois. J'y vais dans une visite officielle de mon département, parce que le département de Seine-et-Marne est évidemment un des grands départements agricoles
agricole où le département agit main dans la main avec nos agriculteurs. Et puis, j'ai les maires de ma circonscription qui se rassemblent le lendemain pour aller sur place. Nos paysans, nos agriculteurs, c'est ceux qui nourrissent les hommes. Et je pense que c'est le moment de leur dire notre solidarité, mon refus absolu de l'agribashing et aussi le rôle vital qu'ils jouent dans l'économie nationale. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Peut-être qu'on s'y croisera au Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup, Jean-Louis Thiriot. Je vous avais dit, là, avec ces sujets-là, les 30 minutes, ça passe hyper vite. Merci beaucoup d'être venu dans Legistream. J'entends déjà notre deuxième invité qui doit être juste derrière, qu'on va accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. On va peut-être accueillir notre deuxième invité. Bonjour Eva Saas. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Legistream. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes donc député écologiste et social de Paris, membre de la Commission des finances. Et je vous propose, juste avant de revenir sur la proposition de loi que vous défendrez demain dans l'hémicycle, simplement une réaction sur l'élection de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination ? Je pense que c'est très dommageable parce que ce qu'on attend d'un membre du Conseil constitutionnel, et a fortiori de son président, c'est une indépendance d'abord. Or, là, c'est un très proche du président de la République, donc ça pose problème. Après, en matière d'expertise juridique, il n'a pour l'instant, en tout cas, pas fait ses preuves et il n'a pas de formation spécifique en droit. Donc là, je crois que malheureusement, ça va donner une image d'entre-soi qui va être dommageable même pour la démocratie. Donc je trouve que, comme Mélanie Vogel l'a appelé au Sénat, je pense qu'il devrait refuser en fait cette nomination ou que le président ne devrait pas l'accepter. Vous l'interprétez comment, vous, la non-opposition du RN par rapport à cette nomination ? Écoutez, question qui fâche. Tout de suite. Écoutez, ça interroge forcément. Parce que pourquoi est-ce qu'ils se sont abstenus ? Ils n'ont pas donné vraiment de raison valable. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu au moins des discussions, en tout cas une bienveillance, et c'est vraiment grâce à l'abstention du RN que Richard Ferrand va pouvoir devenir président du Conseil constitutionnel. Donc oui, ça pose question. Je trouve qu'il participe finalement de cet entre-soi, du fait de nommer les amis du président dans une instance qui devrait être indépendante. Malheureusement, c'est une alliance qu'on voit de temps en temps aussi dans l'hémicycle entre macronistes et RN. Pour vous, mais le profil qui aurait dû être privilégié, c'est vraiment celui de juriste spécialisé ? Ça a toujours été le cas, c'est le cas des autres membres qui vont être nommés, notamment Laurence Vichnievsky. Oui, donc il y a quand même normalement un parcours en droit, un parcours d'expertise juridique, une reconnaissance de cette expertise par ses pairs. Ce n'est pas le cas de Richard Ferrand et je trouve ça extrêmement dommageable. Oui. Alors justement, il y a une justification du RN qui est tombée entre-temps de votre collègue Mathias Renaud qui dit « S'opposer à une nomination politique ou même plusieurs aurait conduit à l'émergence d'un profil pseudo-technique pouvant s'opposer à l'usage de l'article 11 au même moment T pour des raisons idéologiques mais aussi avec une légitimité technique. » Donc en gros, pour eux, c'est bonnet blanc, bleu bonnet, c'est le choix le moins pire pour eux. Moi, ce que j'entends, c'est qu'ils espèrent que Richard Ferrand sera favorable à l'usage de l'article 11 pour faire un référendum sur l'immigration. Je pense que c'est ce qui est en filigrane de ce que vous venez de décrire. C'est particulièrement inquiétant. Moi, l'article 11 ne devrait pas permettre d'avoir un référendum sur l'immigration et j'espère qu'il n'y a pas eu des discussions en amont sur cette question-là parce que ça serait là aussi, pour le coup, vraiment un arrangement contre l'indépendance du Conseil constitutionnel. Pourquoi il ne faudrait pas utiliser l'article 11 pour avoir... Parce que normalement, ça ne fait pas partie du champ des référendums possibles. Et donc, c'est une question d'interprétation. Et c'est là où le rôle du Conseil constitutionnel va être vraiment très important, d'où l'enjeu de ces nominations qu'on voit en ce moment. Oui, parce que justement, sur l'indépendance du Conseil constitutionnel, on sait que c'est un vieux dossier. On se rappelle qu'en 1995, Roland Dumas n'a pas annulé l'élection, pas l'élection, mais les comptes de campagne de Jacques Chirac et d'Édouard Balladur, si ma mémoire est bonne, parce qu'il dit si on le fait pour l'un, on doit le faire pour l'autre. Il y a en 2012, lors de l'annulation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, on sait qu'il y a des membres du Conseil constitutionnel, c'est Jean-Louis Debré lui-même qui le raconte dans son autobiographie, qui n'ont pas voté par fidélité pour Nicolas Sarkozy, qu'il y a Nicolas Sarkozy qui appelle Jean-Louis Debré
livré pour lui mettre la pression pour que ses comptes ne soient pas rejetés. Il avait même traité dans son autobiographie, dans le livre de Davé et l'homme de Nicolas de Sarkozy, d'un mot très peu sympathique à son égard sur ce sujet-là. En soi, est-ce que le Conseil, malheureusement, est vraiment indépendant ? Ça reste des êtres humains avec des liens, effectivement, des connaissances, donc ça ne peut pas être l'indépendance complète, mais je crois qu'il faut y tendre, et qu'en tout cas, un très proche du président comme Richard Ferrand, qui a toujours montré sa loyauté, sa fidélité, c'est vraiment pas le profil idéal. Donc oui, bien sûr, c'est arrivé par le passé. À ce point-là, je ne sais pas si on l'a déjà vu, en tout cas dans les nominations. J'allais dire concrètement, en fait, vous craignez quoi qu'il y ait donc ce bloc de membres proches d'Emmanuel Macron. Comment, en fait, concrètement, ça pourrait avoir un impact sur des décisions, sur des projets de loi Les enjeux, on vient de le dire, c'est notamment sur qu'est-ce qui peut être soumis à référendum. Oui, c'est un exemple qui s'y oppose, par ailleurs, Richard Ferrand. C'est possible, mais on peut avoir des doutes. Son intérêt des doutes. Et c'est vraiment ça, en fait, la question qui se pose. C'est quand on est devant quelqu'un qui est aussi proche du président, est-ce qu'il ne va pas, finalement, interpréter la Constitution de façon à permettre au président de pouvoir faire ce qu'il souhaite, notamment en termes de référendum. Et vous trouvez que le risque d'abus, il est plus grand dans la configuration actuelle, là, avec Richard Ferrand à la présidence, que lors des précédentes configurations? Oui, je le crains. Bon, de toute façon, et comme vous le disiez, il n'y a jamais indépendance totale. Hein, donc c'est un horizon vers lequel il faut aller. Mais là, on a choisi un profil qui ne fait pas consensus, hein, on le voit. Il est passé à une voix. Et ce n'est pas un hasard, parce que vraiment, on a... De façon générale, on choisit plutôt des gens qui ont fait leurs preuves à la fois en termes d'indépendance et à la fois en termes d'expertise juridique. Et lui n'a fait ni l'un ni l'autre. Ça pose un problème de légitimité, selon vous, le fait que... Alors, il fallait 59 voix contre pour qu'il ne soit pas nommé. Il y en a eu 58. Ça pose un problème de légitimité, selon vous? Déjà, oui. Je pense que ça va affaiblir sa présidence. Après, on verra dans les faits. On va voir comment il se comporte. Mais je pense que, pour le coup, il est un petit peu attendu au tournant pour voir s'il est en capacité d'être vraiment indépendant. Et rapidement, vous, qui est-ce que vous auriez vu, pas forcément comme président, mais par exemple Eva Joly, qui semble un profil qui pourrait être assez... Non, mais parce que Laurence Wisniewski a travaillé avec Eva Joly. Et au-delà, on parle de consensus. Est-ce qu'un consensus est trouvable dans le Parlement qu'on a actuellement, avec des blocs aussi, opposés quand même? J'observe que l'autre nomination, Philippe Bas, a été vraiment bien plus largement approuvée. Donc vous voyez qu'il y a des personnalités qui peuvent faire consensus. Oui, j'aurais adoré qu'Eva Joly soit présidente du Conseil constitutionnel. Je ne peux pas garantir qu'elle ait fait l'unanimité ou qu'elle ait réuni une grande majorité. Mais oui, ça aurait fait un profil, pour le coup, très indépendant et d'une expertise extrêmement solide, quoi. Écoutez, je vous propose de passer un peu au sujet qui vous tient à cœur, puisque c'est celui que vous défendrez demain, puisqu'il y a demain dans l'hémicycle la journée d'initiative parlementaire des écologistes. Et donc, vous proposez la création d'un impôt plancher de 2% du patrimoine des ultra-riches, donc c'est-à-dire les personnes qui possèdent plus de 100 millions d'euros. Déjà, ça veut dire qu'il y a des ultra-riches qui paient moins de 2% d'impôts. Absolument. C'est ce dont on s'est aperçu en fait ces derniers temps avec différentes études, notamment celle de l'Institut des politiques publiques ou les travaux de Gabriel Zucman, c'est que les plus aisés de la société s'enrichissent de façon assez exponentielle, puisqu'en 20 ans, la fortune des 500 plus grandes fortunes a augmenté de 1000 milliards d'euros. On a même du mal à imaginer ce que c'est. Elle s'est passée de 120 à 1200 milliards d'euros, donc un très grand enrichissement, et que parallèlement, on voit que le taux d'imposition effectif, c'est-à-dire les impôts qu'ils payent réellement, il est très faible. En l'occurrence, à partir des 0,1%, notre système fiscal qui est très progressif de façon générale, il devient dégressif, c'est-à-dire que les plus riches payent finalement moins d'impôts que la moyenne des Français. Si on prend tous les impôts que nous payons tous, avec la TVA, et pour les plus riches, y compris l'impôt sur les sociétés, eh bien, la moyenne des Français, nous payons 50% à peu près de notre revenu
revenus en impôts. Eh bien, pour les plus riches, c'est 27%. Donc, on voit que le système, en fait, s'est enrayé. Alors, comment ils font, en fait, pour payer aussi peu d'impôts? Eh bien, ils ont des schémas d'optimisation fiscale. Très concrètement, ils mettent les actions de leur société dans des holdings qui ne leur distribuent pas de dividendes. Donc, ils n'ont pas de revenus. Donc, ils ne payent pas d'impôts. C'est en fait, leurs revenus restent toujours logés dans ces holdings sans jamais en sortir et continuer à être investis, à faire croître le patrimoine, sans jamais être un revenu, donc sans jamais être soumis à l'impôt. Nous, ce que nous voulons, c'est garantir finalement une chose simple, c'est que tout impôt confondu, y compris avec l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière, la flat tax, ils payent au moins 2% de leur patrimoine. Ça nous paraît d'ailleurs être un minimum. Certains ont proposé de l'augmenter, même en commission des finances. Mais à 2%, il nous semble que là, pour le coup, il y a un consensus. En tout cas, c'est ce qui a été proposé au niveau international. On veut simplement que les plus riches, comme les autres, contribuent à l'effort collectif. Vous l'avez estimé, ce que ça pouvait... à peu près 1800 foyers qui peuvent rapporter... Combien ça peut rapporter du coup? Alors, ce serait effectivement à peu près 1800 foyers fiscaux. Ce n'est pas très facile d'avoir des données, parce que c'est assez secret finalement le patrimoine des plus aisés. Et puis en plus, comme ce n'est pas taxé à l'impôt sur la fortune immobilière, notamment tout ce qui est bien professionnel, eh ben, on a des données quand même assez parcellaires. Mais on a estimé que c'était à peu près effectivement 1800 foyers fiscaux et que ça pourrait rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros. Là aussi, on est sur des estimations à partir des données, même y compris des données qu'on trouve dans les journaux, comme Challenge ou Forbes. Justement, il y a une question pour vous dans le chat qui dit: est-ce que vous attendez une opposition plus forte de la part du RN? Bardella a récemment défendu Bernard Arnault, ou bien du bloc central Renaissance Horizon LR. C'est vrai qu'on a regardé en live tout à l'heure les amendements. Il y a Fabien Di Filippo qui a décidé, alors je ne sais pas si on peut qualifier d'obstruction, mais en fait il fait quasiment un amendement par alinéa de votre texte pour le supprimer. Et en gros, il y a 2 députés EPR et 2 députés LR qui ont déposé des amendements de suppression de l'ensemble de la PPL. Du coup, vous attendez plus à batailler avec qui demain? Le Rassemblement national a annoncé qu'il s'abstiendrait sur ce texte. Pour des gens qui se font les héros de la justice fiscale, on aurait pu espérer qu'ils votent pour, mais bon, ce n'est pas le cas. Et effectivement, il y a une opposition assez virulente, à la fois des Républicains et puis d'une partie, j'ai envie de dire, d'Ensemble pour la République, avec des députés comme Mathieu Lefebvre, par exemple, qui est particulièrement mobilisé. Pas beaucoup les impôts, Mathieu. En tout cas, pas ceux-là, visiblement. Donc oui, l'opposition, on l'a vu en commission, elle vient surtout du bloc central et des Républicains, qui n'acceptent pas en fait cette imposition sur les plus gros patrimoines. Et quid de... J'ai dit quid. Pardon. Ça y est, je fais de la télé. Non, ça y est, je fais de la télé. Du modem. On sait que le modem sur les impôts, notamment au PLF, je ne sais plus si c'était PLF Bernier ou PLF Bayrou, mais était plutôt en faveur des impôts. Quels échanges vous avez eus avec eux et surtout avec le gouvernement? Parce qu'on le sait évidemment qu'il y a vous avez probablement dû négocier avec les ministres sur certains sujets. Négocier non, mais discuter avec eux pour... Échanger, oui. Échanger, oui, pardon. Mais parce qu'on sait que, par exemple, pour la proposition là, juste avant sur les PFAS, il y a eu quand même visiblement des discussions, puisque et le gouvernement et Nicolas Thierry souhaitent un texte conforme, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un minimum d'échanges quand même entre... Bref, du coup, vous, sur votre texte, avec le MoDem et le gouvernement. Alors, le MoDem, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a parfois des convergences avec les élus MoDem, en particulier Jean-Paul Mattei, sur... la justice fiscale, parce qu'il y a une très grande sensibilité à cette question-là, et notamment à éviter les abus. Et c'est là où on se retrouve pour éviter l'optimisation fiscale, éviter que certains arrivent à contourner l'impôt. Et puis là, c'est l'objectif de cette proposition de loi. Ce que j'observe, c'est intéressant, c'est que le MoDem, les démocrates n'avaient pas voté l'amendement de suppression au début du texte en commission. Donc ça dit quelque chose aussi de leur sensibilité, et ça me réjouit plutôt de voir qu'on peut construire des convergences. Bon, après, ils n'ont quand même pas voté le texte, mais j'observe qu'il y a peut-être une bienveillance. On rappelle qu'à l'Assemblée, le bloc commun dépasse le NFP, c'est 210 à peu près, et vous, c'est 190 dans ces eaux-là. En général, les niches parlementaires, pour qu'on les suit régulièrement, la Macronie et LR sèchent quand même globalement leur... Donc
vous attendez un duel avec le RN quand même demain, ou sur toute la journée, j'entends? Plus un duel avec le RN qu'avec la Macronie? Sur toute la journée, oui, ça c'est certain. Et puis le Rassemblement national a quand même une certaine, comment dire, virulence quand il s'agit des écologistes de façon générale. Hein. Après, sur ces questions de justice fiscale, ça a été en tout cas pas énormément le cas en commission. J'observe qu'ils n'ont pas déposé d'amendement. Je ne suis pas sûre que ce soit voulu. Je voudrais leur poser la question. Ah, vous pensez qu'ils l'ont fait trop tard? Je ne sais pas. Il faudrait leur poser la question, mais 0 amendement, c'est quand même étonnant. Donc oui, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de discussions. Vous les connaissez, les points de discussion. C'est par exemple l'inclusion des biens professionnels. C'est on va dire un vieux débat, puisque dans l'ISF, déjà, on avait exclu les biens professionnels. Hein. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on exclut les biens professionnels, il y a 2/3 de l'assiette fiscale, en l'occurrence, qui s'en va. C'est-à-dire qu'on vise à taxer les milliardaires, mais en fait, on exonère les milliardaires. Quoi. C'est un peu ça ce qui se passerait. Donc, il faut bien comprendre aussi quand on est sur un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, on ne parle pas du gérant de la PME sur un territoire ou du four du boulanger. On parle évidemment des plus grandes fortunes qui sont en action dans des holdings, comme je le disais tout à l'heure. Donc, qu'on ne nous fasse pas le coût de l'outil de travail, parce que là, en l'occurrence, c'est des actions comme le reste du patrimoine financier. Et justement, parce que tout à l'heure, on parlait de Mathieu Lefèvre, et je l'avais entendu dire ça, des députés en fait, qui vous disent « mais on est déjà dans le pays le plus taxé, on ne va pas encore rajouter des taxes ». Qu'est-ce que vous avez... Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on paye beaucoup d'impôts en France. C'est un peu un choix collectif qu'on a fait, d'avoir beaucoup de services publics, beaucoup de solidarité et de payer beaucoup d'impôts. Mais ce n'est pas vrai pour les ultra-riches. C'est justement ça le sujet, c'est que justement, tout au bout, on va dire, de la distribution des revenus, pour les plus hauts patrimoines et les plus hauts revenus, eh bien, c'est beaucoup moins vrai que pour le reste de la population. Donc, justement, ce qu'on veut, c'est que tout le monde participe à l'effort collectif, et y compris les ultra-riches. Il y a des schémas d'optimisation fiscale, ils ne peuvent pas être aussi abusifs. Il y a un moment donné où il faut dire stop. Et est-ce que la France, c'est un paradis fiscal? Alors, c'est ce que dit Gabriel Zucman. En tout cas, on n'a pas mis en œuvre les outils nécessaires pour minimiser ce contournement de l'impôt, et c'est ça qui manque. On ne peut pas dire que c'est un paradis fiscal, mais c'est vrai que la fiscalité sur les revenus du capital, ou sur le capital de façon générale, elle a été affaiblie depuis 2017, puisqu'on a mis en place la flat tax, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les revenus du capital sont moins taxés que les revenus du travail. Oui. On a transformé l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, donc on a sorti le patrimoine financier. Donc tout ça est très favorable à ceux qui ont des gros patrimoines, ceux qui sont les plus riches, parce que c'est eux qui ont des revenus du capital, hein, c'est pas tout un chacun. Et donc, oui, on peut dire que la fiscalité est devenue beaucoup plus favorable, et surtout les études montrent que les plus riches arrivent à contourner l'impôt. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et justement, nous, on veut arrêter ce jeu du chat et de la souris. On veut qu'il y ait un dispositif anti-abus, que quoi qu'il se passe, il y ait un minimum qui soit payé, un impôt plancher, comme on l'a appelé. Et rapidement, il y avait une question sur le chat sur comment on fait au Sénat. Et la deuxième, puisque vous n'avez pas la majorité, et de deux, pour les milliardaires français qui sont exilés fiscaux. On pense à Pierre-Édouard Stérin qui a voulu racheter, Marianne, etc. Qui a d'ailleurs excellente enquête du Nouvel Obs, j'en profite, sur Pierre-Édouard Stérin qui est sorti dernièrement. Qu'est-ce qu'on fait pour les Français qui fuient l'impôt et ensuite pour le Sénat? Alors, le Sénat, évidemment, on n'a pas grand espoir de voir adopter cette proposition de loi. Parce qu'il faut que le texte, avant d'arriver au Sénat, il soit adopté demain. Déjà, il faut qu'il soit adopté demain, ce qui n'est pas gagné. Vous le disiez, le rapport de force, il dépend aussi beaucoup de la mobilisation des uns et des autres. Néanmoins, j'observe qu'il a été adopté en commission, donc il y a une possibilité qu'il soit adopté demain. Mais c'est vrai que ce n'est que le début d'un parcours législatif, et vous connaissez comme moi le parcours législatif d'une proposition de loi, c'est extrêmement long, et on a évidemment peu d'espoir de voir la majorité des Républicains adopter cette proposition de loi au Sénat. Non, je pense que c'est un signal en soi, le fait que l'Assemblée nationale vote un impôt plancher sur les plus riches.
ça donnerait un signal, y compris à l'international, parce que nous, ce que nous voulons, c'est que la France soit un peu pionnière dans ce domaine et que les négociations qui ont été un peu initiées au G20 sur cette question-là, avec un accueil favorable, mais pour l'instant quand même assez limité, eh bien, elles soient relancées et qu'au niveau international, il y ait une taxation minimale des personnes physiques, comme il y a une taxation minimale des multinationales. Parce qu'on parle de l'international, on ne l'a peut-être pas précisé, mais on parlait de Gabriel Zucman, mais en fait, il a remis un rapport au G20 qui préconisait cet impôt plancher Exactement. au niveau international. Absolument. C'est vrai que on peut penser qu'on doit le faire au niveau international, et moi je pense qu'il faut le faire au niveau international, mais je pense que la France peut être pionnière, comme on a mis par exemple en œuvre la taxe GAFAM avant qu'il y ait une taxation internationale des multinationales. De la même façon, on peut mettre en place une taxation plancher des ultra-riches en France et ouvrir la voie, quelque part, à une négociation internationale. Alors, est-ce qu'elle pourrait avoir lieu? On sait que des pays comme l'Espagne, en partie l'Allemagne aussi, sont favorables. Peut-être aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un accord multilatéral, mais d'avoir une action coordonnée, comme dirait Gabriel Zucman, c'est-à-dire le faire dans plusieurs pays en même temps. Là, oui, il y aurait une voie, je pense, pour aller dans ce sens-là. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est une bataille, qui ont pris une bataille des idées, et c'est aussi pour ça qu'on a déposé cette proposition de loi, pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience que les plus riches ne peuvent pas continuer à échapper à l'impôt. Et il sera dans l'hémicycle demain ou pas, Monsieur Zucman? Ah, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Ah, vous ne l'avez pas invité? Peut-être que j'ai fait cette proposition de loi avec Clémentine Autain, et qui est très proche de Gabriel Zucman, donc peut-être que Clémentine Autain l'aura fait. Je pose la question parce que quand il y a des textes importants avec une personne, je pense à Judith Godrèche, qui avait été présente, Judith Godrèche, avec Francesca Pasquini, votre ancienne collègue, pour le vote de reprise de la commission d'enquête sur les violences dans le monde du cinéma. Écoutez, je pense que Gabriel Zucman regarde l'émission, donc il viendra. L'invitation est lancée. Voilà, l'invitation est lancée. Je vous propose de passer au dernier thème, qui est aussi un texte qui sera débattu demain dans le cadre de la niche parlementaire écologiste, qui est le texte sur les PFAS. Donc en plus, c'est le premier texte qui sera examiné demain. Et donc, c'est l'interdiction des PFAS, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. J'ai révisé mon PFAS. De quoi on parle, en fait, concrètement ? On parle de polluants éternels, comme on dit, des substances chimiques qui sont présentes dans des tas d'objets du quotidien, les cosmétiques, malheureusement aujourd'hui même dans l'eau que nous buvons également, dans les vêtements, et donc dans tous ces objets du quotidien, il y a ces composants chimiques qui ont des grandes vertus techniques, c'est-à-dire que c'est imperméabilisant, ça résiste à la chaleur, c'est anti-adhésif. C'est pour ça qu'on l'utilise dans beaucoup d'objets. Mais malheureusement, comme justement c'est très résistant, eh bien ça ne se dégrade pas dans la nature. Ce qui fait qu'il n'y a pas de dégradation, ça s'accumule, et ça s'accumule aussi dans nos organismes. Pour vous donner un exemple, j'ai fait faire dans ma circonscription un test sur 12 citoyens volontaires. C'était très intéressant, et on a vu que d'abord 11 sur 12 sont contaminés au PFAS, dont les plus jeunes, y compris les enfants, ce qui est quand même assez inquiétant. Ensuite, ils sont contaminés avec des PFAS qui sont déjà interdits. Par exemple, le PFOS est interdit depuis 2009, eh bien, il y en a encore dans nos organismes, et on voit par là que c'est extrêmement persistant. Perdure, voilà. Et dernière chose, ça a des conséquences très importantes sur la santé. C'est la raison pour laquelle on souhaite les faire interdire, c'est que c'est notamment un facteur cancérigène, cancer du rein, cancer des testicules. Ça a été attesté maintenant et documenté depuis longtemps d'ailleurs, puisque depuis 2000, vous vous souvenez des Dark Waters, peut-être que vous avez vu le film, où on voit déjà qu'on s'inquiète sur les conséquences, en l'occurrence des revêtements anti-adhésifs des poils, qui est un peu le sujet. Donc, très dangereux pour notre santé, donc on a besoin de les interdire, et c'est la proposition de loi de Nicolas Thierry. Vous proposez justement l'interdiction d'ici 2026. Oui. Ils sont remplaçables aujourd'hui, ces PFAS? On peut
peut faire sans, parce que comme vous le disiez, ils sont extrêmement résistants, on a peut-être encore besoin. Oui, on peut faire sans, puisque d'abord ça a été inventé dans les années 50, avant il y avait déjà des cosmétiques et des vêtements, donc on peut faire effectivement sans. Il n'y a pas que les cosmétiques et les vêtements qui sont concernés. Si, dans notre proposition de loi, on l'interdit pour les cosmétiques, pour les vêtements. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a effectivement limité le champ d'application. Vous avez raison. Ouais, c'est surtout que vous aviez été battu en première lecture. Sur les ustensiles de cuisine, on est bien d'accord, malheureusement, parce que c'est là que ça devrait avancer. Il y a aussi le fait que même pour les tissus d'ameublement, comme le siège sur lequel on est assis, voilà. Je ne sais pas s'il y en a. Et on parlait des cas, on a beaucoup parlé du cas de la poêle Tefal. Oui. Eh bien oui, effectivement, en première lecture, il y a eu un amendement qui a sorti les ustensiles de cuisine du champ de notre proposition de loi. On le regrette parce que c'est un élément important. Néanmoins, ça permettra quand même d'avoir des avancées parce que, je vous le disais, dès 2026, ça permettrait de les interdire dans les vêtements et dans les cosmétiques et les tissus d'ameublement d'ici 2030. Donc ça serait quand même une large avancée sur la question. Ça concerne la production française ou aussi les importations? Ça concerne aussi les importations. Ah oui, donc on arrête quand même de faire venir pas mal de... On vérifie qu'il n'y a pas de PFAS dans ce qui est... Le mouvement est quand même un peu international. Bien sûr, on est plutôt pionnier, là, en l'occurrence. Enfin, en tout cas, si on l'adopte, on sera pionnier. Mais je vois qu'une firme comme 3M, par exemple, qui est un géant de la chimie aux États-Unis, a arrêté de produire des PFAS. Donc, la prise de conscience, elle est quand même assez large. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça aille plus vite, parce que, comme je disais, depuis 2000, on documente le caractère cancérigène et l'impact sur la fertilité ou sur l'efficacité vaccinale, mais on voit bien que ça va quand même assez lentement dans le fait d'interdire vraiment la production de ces PFAS. Et puis il y a la question de l'eau aussi qui est présente dans cette proposition de loi, voilà, de façon à ce que ça puisse être testé de façon, j'ai envie de dire, normée, parce que c'est déjà testé quand même, mais que ce soit testé partout en France de la même façon et qu'il y ait une transparence aussi, une information du public pour que les gens sachent où est-ce qu'ils doivent être on a fait des tests un peu partout en France de l'eau et on s'est rendu compte que dans les cours d'eau, on en retrouve absolument partout, quoi. Absolument, et surtout dans l'eau potable, c'est ça qui est particulièrement inquiétant. Et c'est surtout ce caractère qui se dégrade pas, qui est inquiétant. Et maintenant, à Paris, là, on a fait... il y a 2 études qui sont sorties qui montrent que l'eau potable, elle est contaminée au TFA, c'est-à-dire un tout petit polluant éternel, ce qui serait très compliqué en plus de la traiter. D'où aussi le dernier aspect de la proposition de loi, qui est le principe pollueur-payeur, avec une redevance plus importante des producteurs, enfin des industriels qui produisent des polluants éternels, et qui permettrait aussi de financer cette décontamination dont on a besoin pour limiter cet impact. Et pour... oui, juste, mais comme on parlait du coup du textile et des cosmétiques, aujourd'hui, pour ces 2 domaines, le gros problème, c'est que la consommation fait venir des objets de très loin, avec l'ultra fast fashion. Comment est-ce qu'on fait pour voir s'ils ne contiennent pas des PFAS? Les normes à nos frontières, elles existent heureusement pour quand même déjà beaucoup de produits. Donc oui, il faudra vérifier effectivement que ça respecte ces normes-là. Je pense que c'est important pour le coup pour ne pas avoir de distorsion de concurrence. Si on l'appliquait qu'aux industriels français, ça serait effectivement les désavantager face à la concurrence internationale. Mais on demande que ce soit appliqué aux produits importés et ça doit être contrôlé. Comme le font en général, d'ailleurs. Oui, pardon, j'ai respiré. Je respiré un peu trop fort. Pardon, désolé. Non, rapidement, parce que... Oui, donc je reprends la question que j'ai notée. Beaucoup de députés de gauche battus en 2017 par les macronistes sont de retour à l'Assemblée. Vous en faites partie, puisque vous aviez été député de 2012 à 2017, si je ne me trompe pas, et vous êtes redéputé depuis 2022. Il y a d'autres députés dans le cas. Il y a Colette Capdevielle, il y a Pouria Amir Chahi, qui est dans votre groupe. Est-ce que pour vous c'est un retour à la normale après un peu le boulet Macron, enfin le boulet de canon Macron qui a un peu tout déstabilisé? Il y a aussi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a dit il n'y aura pas de macronisme après Emmanuel Macron. La politique va revenir dans son clivage gauche-droite classique ou pas pour vous?
Oui, c'est un peu un retour à la normale dans le sens, je ne vais pas parler pour mon cas qui est un peu particulier, mais de façon générale, je crois que le macronisme, je ne sais pas si on peut dire ça, En Marche, en tout cas à l'époque, avait capté une partie de l'électorat qui croyait en ni droite ni gauche, donc un électorat qui se sent plutôt de gauche et qui avait été déçu par les années Hollande, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Je fais partie aussi des déçus de ces années-là. Donc, néanmoins, c'était quand même sur une fausse promesse, parce que le ni droite ni gauche, je pense que ces électeurs-là, en tout cas, ont apprécié assez rapidement que c'était plutôt et de droite. D'ailleurs, c'était pas ni droite ni gauche, c'était et de droite et de gauche. Là, c'était plutôt et de droite. Et donc, oui, il y a un certain retour à la normale. Je pense en particulier à la configuration parisienne, par exemple, où on se souvient que En Marche avait fait le grand chelem à Paris, avait raflé toutes les circonscriptions, ce qui ne correspond pas à ce que pensent vraiment les Parisiens, où il y a une sociologie, en tout cas, et une ouverture sur le monde, une capacité aussi à croire dans nos valeurs de solidarité, qui fait que je pense que, en tout cas, une grande partie de Paris se sent à plutôt le cœur à gauche, j'ai envie de dire. Et juste une dernière chose, puisqu'on arrive au bout, malheureusement, de notre émission. Il y a le congrès des écologistes qui se tient jusqu'à fin avril. C'est quoi un peu vos attentes de ce congrès ? Déjà... Moi, je suis attentive à ce qui est de la démocratie dans notre parti. On a la chance d'avoir un parti qui est plutôt plus démocratique que les autres. Et il y a toujours beaucoup de débats. Alors, ça fait peut-être sourire les journalistes et ça anime un peu à l'extérieur. Oui. Mais en fait, moi, je suis plutôt heureuse qu'on ait ces débats-là, même si des fois, ça paraît un peu désordonné. Je n'appartiendrai pas à un parti où il n'y a qu'une seule tête et tout le monde doit s'aligner derrière. Donc, moi, j'attends surtout qu'on ait beaucoup de débats et qu'on continue à discuter de la ligne. Pour moi, c'est important, et c'est pour ça que j'ai signé une contribution dans ce sens-là, qu'on prépare les écologistes à gouverner. Donc, ça veut dire qu'on soit pas seulement dans le mouvementisme ou dans les actions militantes qui font partie de notre ADN et de notre culture, mais aussi qu'on se prépare sur le fond à incarner vraiment une capacité des écologistes à gouverner, peut-être comme le font les Allemands, les Grünen, et qu'on ait une maîtrise des dossiers et que ça puisse se voir, qu'on puisse faire confiance aux écologistes pour gouverner la France. Ça, c'est une ligne que je vais défendre, moi, dans ce congrès. Je ne dis pas qu'elle n'est pas partagée par les autres, mais je pense qu'il y a aussi d'autres cultures peut-être plus associatives, plus militantes, dont c'est moins la priorité. Voilà. C'est la ligne de qui, de quel candidat qui vous... Que je vais, moi, je soutiens convient le mieux. Florentin Letissier, qui sera candidat, en l'occurrence, au bureau exécutif pour nous. Très bien. Eh bien, écoutez, on va suivre ça et on va suivre évidemment aussi la niche parlementaire des écologistes demain dans l'hémicycle. Écoutez, on arrive déjà au bout de cette émission. Merci beaucoup, Eva Sas, d'être venue répondre à nos questions. Et merci le chat qui a été très actif sur cette fin d'émission. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous mercredi prochain. La semaine dernière, on m'a fait la réflexion que j'avais dit jeudi prochain. C'est mercredi prochain dans Legistream. C'est pas les vacances. Ah mais non, c'est les vacances. Oui, c'est les vacances. Par contre, je me trompe. Chaque semaine. Demain, 8h sur ma chaîne pour la niche écolo. J'en profite parce que voilà, de 8h à minuit. Merci Elsa, merci Hugo. Et donc du coup, désolé, on se retrouve dans 2 semaines pour les Legistream. Je me tromperai à chaque fois. Merci beaucoup. Finissez bien. Ciao tout le monde. À plus.